Mesdames, Messieurs, parler ce soir de la toxicomanie. J'ai donné comme sous-titre à cette conférence un sous-titre interrogatif et non pas affirmatif. La vie douce par les drogues dures. Vie douce dans cette expression, non pas ce que les Italiens appellent la dolce vita. Ça n'est pas non plus un état d'hébétude, une douceur un peu suspecte. Il me semble que les personnes qui consomment des produits toxiques, des substances hallucinogènes en particulier, ne recherchent pas justement cette vie douce. Ce n'est pas véritablement la dolce vita qu'ils essaient d'obtenir par l'absorption de ces substances. Ça n'est pas non plus toujours une simple hébétude. Au contraire, je crois que les toxicomanes qui s'adonnent aux drogues dures envisagent une vie plus forte, plus riche en émotions que celles qu'ils ont habituellement lorsqu'ils sont en contact avec le réel, comme vous et moi. Donc il faudrait dire ici vie douce dans le sens une autre vie ou une vie autre, une vie différente, moins dure si l'on voit les mondes. Quand je dis une autre vie, et là j'introduis tout de suite le sujet qui nous retiendra ce soir, une autre vie, c'est peut-être même presque l'autre vie, la vie de l'au-delà. En effet, l'absorption de substances hallucinogènes est très souvent liée à des phénomènes pseudo-mystiques. Un des pontifes du psychédélisme, dont il sera question lors de la prochaine conférence consacrée au rock, Timothy Leary, L-E-A-R-Y, s'est intéressé au LSD pour ce qu'il pouvait apporter au plan religieux, au plan préternaturel, pourrait-on dire. Donc, le sujet de ce soir est, au fond, le sujet qui nous aura retenu un petit peu tout au cours de l'année. Quels sont les rapports entre la vie de l'âme et l'absorption de certaines substances? Est-ce qu'il peut y avoir effectivement une vie, j'allais dire, chimico-mystique ou mystico-chimique? Pour introduire ce sujet, j'aimerais revenir légèrement sur ce que nous disions il y a quelques mois de cela, s'agissant du freudisme. En effet, j'essayais de vous montrer que Freud, s'il était parfaitement agnostique, parfaitement passait ordinairement des agnostiques. Il avait des prétentions à une vie justement autre. Il voulait, par la psychanalyse, essayer d'amener ses patients, ses clients, à une autre façon de sentir, de penser, de vibrer. On dirait plus crûment de pulser. Il y a, je crois, dans le freudisme, d'abord une phase dissolvante ou décapante, et puis ensuite une phase où Freud essaye de remodeler l'âme qu'il a détruite. L'âme humaine qui est conçue par le Créateur, ainsi que je vous le disais au cours des mois précédents, avec une intelligence et une volonté qui constituent précisément sa différence spécifique d'avec l'âme animale, cette âme, Freud a cherché à la saper, à la miner. Et ce fut l'invention de l'inconscient, le ça, où se trouvent les pulsions. Mais il n'en est pas resté. Passé ce stade de destruction, il a abordé une étape de reconstruction.
une âme reconstruite selon les présupposés qu'il avait admis dans sa théorie. Ces présupposés lui permettent en effet d'envisager, et c'est ce que nous allons essayer de voir ce soir, lui permettent d'envisager une âme autre, différente. Et la toxicomanie intervient là. Il me semble pouvoir ce que Freud essayait de reconstruire, d'une certaine façon, la toxicomanie lui a permis de le consolider. Cette âme différente, cette âme autre, grâce aux substances hallucinogènes, on va pouvoir la voir justement vibrer de façon étrange au rythme de pulsation particulière. Donc, si vous voulez bien, 3 parties pour cette conférence. Tout d'abord, le travail de Sapp et la tentative de reconstruction de l'âme humaine par Freud de façon assez rapide, puisqu'il s'agit là d'une reprise, une synthèse de ce que nous avons vu au travers de différentes conférences dans les mois passés. Deuxième partie, comment les substances hallucinogènes peuvent véritablement s'inscrire dans le droit fil de cette quête pseudo-mystique du freudisme. Et en troisième partie, nous allons voir au fond de quel esprit cette démarche, à la fois celle de Freud et celle des toxicomanes, participe. Quelles sont les ambitions cachées, quels sont les désirs secrets, quels sont les intérêts avoués des freudiens comme des toxicomanes. Tout d'abord, cette sape, ce travail de destruction du freudisme, je vous l'ai expliqué au cours de l'année, a été rendu, qui sont extraits de l'abrégé de psychanalyse, le moi, dit Freud, c'est-à-dire le psychisme conscient, se voit menacé de dangers qui, bien qu'émanant surtout de la réalité extérieure, viennent d'ailleurs encore. D'où viennent ces dangers? Ils viennent de l'extérieur, dit-il, mais en réalité, il devrait dire surtout de l'intérieur. Ils viennent du ça. Le moi est dans une situation terriblement dangereuse. Il est menacé par la réalité extérieure, qui est là, contraignante, oppressante pour Freud, et puis aussi et surtout, il est menacé par le moi, qui est l'inconscient à l'intérieur même du sujet, et dont le sujet ne peut pas se débarrasser parce que l'on ne se défait pas d'une pulsion à l'intérieur de son propre ça. Son propre ça, c'est-à-dire le noyau psychique inconscient de tout homme, constitue lui-même une source de péril, et cela pour 2 motifs différents. En premier lieu, de trop excessives forces pulsionnelles, comme de trop puissantes excitations extérieures sont capables de nuire au moi. Et en second lieu, l'expérience a pu enseigner au moi que la satisfaction d'une exigence pulsionnelle non insupportable en soi pourrait cependant susciter une réaction dangereuse du monde extérieur, de sorte que c'est alors l'exigence pulsionnelle qui se mue en danger. Donc le moi est pris là entre le monde extérieur et puis cet ennemi intérieur. Et Freud le dit lui-même, il envisage cette lutte de façon très concrète. Il dit, en employant le vocabulaire des armées, c'est donc sur 2 fronts que le moi est complaisant. Il ne sait pas lutter, il ne sait pas faire taire ses exigences. Il utilise, dit Freud, contre ces 2 adversaires, l'extérieur et l'intérieur, les mêmes méthodes de défense, mais celles-ci s'avèrent particulièrement inefficaces contre l'ennemi du dedans. Par suite de son identité primitive et de son intimité avec l'adversaire, il a les plus grandes difficultés à échapper aux dangers intérieurs. Et même lorsque ces derniers peuvent, pendant un certain temps, être tenus en échec, les dangers intérieurs, vous l'avez compris, il s'agit des pulsions, n'est-ce pas, qui ne cherchent qu'une seule chose, leur satisfaction. Eh bien,
devant ces dangers intérieurs, il se trouve bien désarmé, il est même assez complaisant à leur égard. Il a les plus grandes difficultés à échapper aux dangers intérieurs, et même lorsque ces derniers peuvent, pendant un certain temps, être tenus en échec, il n'en reste pas moins menaçant. La menace est constante. Voilà l'âme telle que Freud la voit. Un psychisme conscient très vulnérable, attaqué de toutes parts, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça a été véritablement le travail de Sappe. J'appelle ça vraiment le cheval de Troie introduit à l'intérieur de l'âme. Non pas qu'il n'existe pas un inconscient, non pas qu'il y ait des choses qui ne nous échappent pas. C'est vrai, tout ne nous est pas parfaitement clair. Mais ce que j'appelle le cheval de Troie, c'est l'inconscient freudien, c'est-à-dire ça où gisent là, tapis, les pulsions de destruction et les pulsions libidinales. Et la lecture, il l'a avoué dans une lettre qu'il écrivait à ses frères de la loge des Bnaïbrites, fils de l'Alliance, association maçonnique juive, auquel il écrivait le 6 juin 1926. Il dit bien ce qu'il doit à son appartenance au peuple juif dans l'élaboration de son système qu'est la psychanalyse. Il y énumère les divers éléments de son sentiment d'appartenance au peuple juif, beaucoup de puissance émotionnelle, obscure, d'autant plus forte qu'elle ne se laisse pas exprimer par des paroles, de même que la claire conscience de l'identité intérieure, le secret d'une même construction psychique. Il ajoute qu'il a compris que c'était à sa nature juive qu'il devait deux qualités indispensables sur le chemin difficile de son existence: la liberté devant beaucoup de préjugés d'abord, et le fait d'être préparé à entrer dans l'opposition et de renoncer à l'accord avec la compacte majorité d'autre part. Et Freud se pose une question, ou plutôt il la pose à ses frères, mais la réponse est incluse. Il se demande: que j'ai été un vrai Bnaïbrite selon votre sens, je ne le sais pas. Je crois qu'il a vraiment fait ce que les Bnaïbrites lui demandaient. En effet, dans un autre texte que je vous ai déjà lu, il s'agit là d'un simple rappel, il dit bien, ce texte se trouve dans l'introduction à la psychanalyse aux éditions des presses universitaires de France, c'est à la page 308, il dit bien qu'il y a eu trois principales révolutions. Il y a eu la révolution copernicienne en cosmologie, il y a la révolution darwinienne en biologie, et il y a la révolution freudienne. Des sectes maçonniques l'ont détruit que pour reconstruire, solver et coagula. Alors voyons cette phase de dissolution pour terminer et envisageons la reconstruction, et nous verrons, me semble-t-il, que la toxicomanie fournit là un bon apport, c'est presque un relais indispensable dans la reconstruction de l'âme humaine telle que Freud la voit. La révolution freudienne consiste, de l'aveu même de Freud, à abattre la dernière forteresse où s'abritait l'orgueil de l'homme. Qu'est-ce que c'est que cet orgueil de l'homme? C'est cette fierté d'avoir une intelligence et une volonté. Alors il fallait en finir avec la différence spécifique. Darwin nous avait montré que nous descendions du singe, il fallait bien montrer qu'il n'y avait aucune différence entre le singe et l'homme, que ce qu'il croyait être une différence, à savoir la raison, l'intelligence et la volonté, ne sont ni lions au fond. Et je vous citais ce texte d'Ernest Jones il y a quelques mois. La dernière forteresse où s'abritait l'orgueil de l'homme a été également attaquée. Ce dernier croyait en effet qu'au centre de son être existe quelque chose qu'il appelle son moi ou encore son âme. Nous avons vu ce que Freud faisait du moi humain, de l'âme humaine. Il pense qu'il a un moi ou une âme qui est informée de tout ce qui se passe en lui, c'est-à-dire qui est consciente et qui connaît tous ses mobiles et tous ses intérêts.
L'homme pensait en outre posséder un instrument, la puissance de la volonté, donc intelligence et volonté, volonté qui la rendait capable de commander et de contrôler quand il s'agit de sujets fort importants. Et le pouvoir dont l'homme dispose pour contrôler soit ses pensées, soit ses pulsions, est bien plus faible qu'il ne l'avait imaginé. Il fait référence ensuite à Schopenhauer, mais il dit surtout: ce ne fut qu'à partir du moment où la psychanalyse substituait aux propositions abstraites une démonstration matérielle que l'homme commença à se dire qu'il n'était pas maître en son propre logis. Nous parlions de cheval de Troie, de travail de sape. Oui, l'homme n'est pas maître en son propre logis. Alors, quand on a une âme aussi débilitée, aussi fragilisée, dirait-on aujourd'hui, que celle que Freud veut nous imposer, où l'intelligence et la volonté n'ont plus beaucoup de pouvoir, alors on a une proie facile, désarmée presque. Tant que l'homme revendique la puissance de son intelligence ou sa volonté, on peut imaginer qu'il résiste à certaines influences. Mais quand on lui dit « votre intelligence n'est qu'une illusion, votre volonté n'est qu'une chimère », cet homme est livré, pieds et poings liés, à toutes les idéologies. Plus qu'aux idéologies, il faudrait dire ce soir, il est comme à la dérive, et il peut être là, pris, séduit, fasciné, non pas par le chant des sirènes, mais par l'odeur du hache. Il est beaucoup moins fort de certaines substances. Si on lui dit que sa volonté n'a aucun pouvoir sur lui, sur ses actes, alors il peut se laisser emporter, il peut se laisser couler d'une certaine façon, et les substances hallucinogènes sont là pour cela. Le travail de reconstruction que Freud a essayé de faire, on le trouve de façon très allusive dans Métapsychologie. On le trouve un petit peu mieux dans les commentateurs. Je m'étais permis, je crois, il y a quelque temps, de vous lire la préface de l'ouvrage de Bettelheim qui s'intitule justement « Freud et l'âme humaine ». Cette préface assez importante et composée par Michel Montrelet montre que l'âme n'est pas absente des préoccupations de Freud. Il veut bien que l'on parle de l'âme, mais à condition que ce soit son âme, l'âme revue et corrigée par Freud. Voici ce que dit Michel Montrelet. L'âme ainsi reconstruite, qu'est-ce donc? Pour elle, c'est un joint vide, puissant, mouvementé, par quoi les temps et les lieux, les êtres humains, le corps et l'esprit, l'inconscient et la conscience s'articulent, et faute duquel toutes ces réalités demeureraient, selon l'expression de Dante, autant de feuillets épars. Ce qui est intéressant, c'est cela, l'âme transformée en joint vide, puissant, menti, autour duquel s'articuleraient, grâce auquel s'articuleraient les temps, les lieux, les causeries, avec une partie sensible, les sens externes, les sens internes, les appétits sensibles, irascibles et concupiscibles. Il ne s'agit plus non plus d'engager l'âme avec son intelligence et sa volonté, non, un joint vide, puissant, mouvementé. Dans Métapsychologie, on trouve une explication, je n'ose pas dire une exégèse, de cette expression étrange. Un élément de réponse. Ce joint vide, puissant et mouvementé, ce pourrait être pulsion. En effet, dit Freud à la page 18 dans Métapsychologie, édité chez Gallimard, dans la collection de poche Idées, le concept de pulsion nous apparaît comme un concept limite entre le psychique et le somatique. Vous voyez, le joint vide, puissant, mouvementé, par quoi le corps et l'esprit s'articulent.
Donc, concept limite entre le psychique et le somatique, comme le représentant psychique des excitations issues de l'intérieur du corps et parvenant au psychisme comme mesure de l'exigence du travail qui est imposée au psychique en conséquence de sa liaison au corporel. Ce qu'il faut retenir ici, c'est cela, concept limite entre le psychique et le somatique. J'ai lu pendant les vacances de Pâques, vous ne m'en voudrez pas de lire des ouvrages aussi sulfureux pendant les jours saints, mais c'était pour vous, au fond, que je lisais cela. Donc la faute est vôtre plus que mienne. Ils sont déculpabilisés. Cet ouvrage qui s'intitule « Le mal de... » La première ayant un nom qui est tout un programme, il s'agit de Madame Bombardier. Quant à l'autre, c'est un saint auquel il ne vaudrait mieux pas se vouer, c'est Claude Saint-Laurent. Un livre donc qui s'intitule « Le mal de l'âme ». Le titre m'avait séduit, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, j'ai essayé de voir de quoi il s'agit. Or, ces auteurs montrent bien ce que c'est que l'âme, encore une fois, revue et corrigée par Freud. L'inconscient est intemporel, infini, toujours lié au désir inassouvi. Au fond, c'est au niveau du ça et au niveau des pulsions que Freud veut situer l'âme. C'est pourquoi les toxicomanes vont essayer de vivre intensément une expérience mystique, entre guillemets, non pas au niveau de leur intelligence et de leur volonté, parce qu'ils n'ont pas lu le serment antimoderniste et parce qu'ils ne savent pas que la foi n'est pas issue des profondeurs de la subconscience, mais qu'elle est subjectée dans l'intelligence. Les toxicomanes vont essayer d'avoir, donc, de vivre intensément cette expérience mystique, de faire vibrer leur foi au niveau de l'inconscient, au niveau du ça, au niveau des pulsions. Et il est certain que toutes ces substances hallucinogènes ne peuvent, parce qu'elles court-circuitent justement l'intelligence, j'allais dire parce qu'elles font sauter les plombs, pour parler un peu familièrement, ne peuvent s'adresser qu'à la partie la plus animale de l'homme. Avec, cependant, il faut le reconnaître, des illusions dont nous parlerons lorsqu'il faudra dans la seconde partie qui ne sont... Finissons-en avec ce Bombardier-là. L'inconscient donc est intemporel, infini, toujours lié au désir inassouvi. C'est l'étage inférieur de notre personnalité, celui du sommeil, du rêve, du repos, de la majorité des activités sexuelles. Jusqu'à un certain point, cet étage est celui de l'absence du temps. Donc, vous voyez, le ça, l'inconscient, les pulsions, se trouve qualifié comme la divinité seule peut l'être. Le ça est divinisé. Il a l'intemporalité, l'infinité, la temporalité ou l'éternité, c'est la même chose. L'inconscient est intemporel, infini, toujours lié au désir inassouvi. Or, malheureusement, selon les auteurs, l'homme se laisse guider par le principe de réalité, c'est-à-dire la vie de tous les jours, qui elle est mesurée par le temps qui se trouve à nos montres, et non par le principe de plaisir. Il faudrait nous laisser guider par le principe de plaisir, qui lui est marqué par ce temps intérieur, intemporel, jusqu'à un certain point, entre guillemets. L'homme actuel, et c'est ce qui fait pour les auteurs que je vous cite tout le malheur de la civilisation actuelle, l'homme moderne accepte de se laisser capter par la réalité extérieure, c'est-à-dire qu'il accepte d'être en adéquation avec le réel, ce que saint Thomas a appelé la vérité, adéquatio rei et intellectus, le fait qu'il se laisse ainsi capter par la réalité extérieure, le perturbe. Il ne faut pas qu'il entre en adéquation. Il vaut mieux qu'il soit en adéquation avec lui-même, exactement, il vaut mieux qu'il soit en adéquation avec son ça, avec ses pulsions. À ce moment-là, il est en adéquation avec l'infini, avec se laisser capter par la réalité extérieure, plutôt que d'être à l'écoute des voix du dedans. Les voix du dedans, ce sont les pulsions, c'est le ça. Il accorde son propre temps intérieur au temps qui lui est extérieur. Dès lors, pour son plus grand malheur, il se désynchronise, sic.
Voilà l'âme telle qu'elle est reconstruite par Freud. Est-ce que c'est une exagération de ma part que de dire que la toxicomanie se situe dans cette ligne-là? Non, dans un premier temps, quand on sait que Freud lui-même en a tâté de la cocaïne. Il en a tâté, il l'a goûté, il l'a aimé, à tel point qu'il lui a dédié un article qui s'intitule justement Sur la cocaïne, et que, dans un élan de tendresse, un ouvrage donc, sur la coca, qui est moins qu'un ouvrage, d'ailleurs c'est un article, une monographie exactement, qui date de 1884. Je vous donne ici lecture d'un extrait d'un ouvrage qui est paru il y a quelques mois, qui s'intitule Les drogues, et qui a pour titre Trafic et contagion, d'un auteur que nous connaissons parce qu'il a déjà consacré un ouvrage à la dépression, la fin du tunnel, c'est le professeur Pierre Déniquer. C'est paru chez Plomb. Le professeur Déniquer est un bon spécialiste, il connaît très bien tous les produits toxiques, mais je vous l'avais montré à propos de la dépression, il est marqué par certains présupposés, par certaines idées que je n'ose pas qualifier de fixes, mais qui reviennent assez constamment d'un chapitre à l'autre. Il y a au fond un certain matérialisme, un certain rationalisme chez Déniquer. À la page 138, s'agissant donc de Freud découvrant la cocaïne, il écrit ceci. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les ouvrages sur la coca se multiplient en même temps que le principe actif devient disponible en Europe. Le principe actif, c'est justement la cocaïne, c'est-à-dire l'alcaloïde actif de la coca. Le premier ouvrage d'ensemble sur ces sujets est dû à un jeune médecin qui fera parler de lui, Sigmund Freud. En 1884, il a 28 ans quand il publie sa monographie Über Coca, dédiée à sa fiancée, comme un cantique à la louange de un registre qui n'est pas celui de la science. Il décrit en détail la botanique et la culture de la plante, dont les jolies feuilles ovales servent d'aliment indispensable à quelques 10 millions de personnes. Il rapporte aussi les légendes et les récits qui se multipliaient alors au sujet de la coca. Il décide de l'expérimenter en petite quantité sur lui-même, et ce qui le frappe d'abord, dit Déniquer, c'est une euphorie. Une euphorie qu'il qualifie de normale. Et voici une citation. On a l'impression de pouvoir mieux se dominer, d'être plus fort, de pouvoir mieux travailler. Et si l'on travaille, on ne ressent ni cette excitation, ni cette augmentation des forces mentales que le thé, l'alcool ou le café provoquent. On est tout simplement normal. Il devient même difficile de s'imaginer qu'on est sous l'effet d'un produit quelconque. Donc, il bénéficie de cet état euphorique. Il en est si satisfait. Il a eu beaucoup de mal à s'en désintéresser. Il a eu beaucoup de mal. Il l'a même prescrit à un de ses amis, qui était un morphinomane chronique pour des raisons médicales. On l'avait calmé à la morphine. Il était devenu un morphinomane. Ça arrivait autrefois assez souvent. Et pour essayer de le débarrasser, de le guérir de cette morphinomanie chronique, il lui avait administré de la cocaïne. Et il était persuadé que c'était la meilleure façon d'aider ce pauvre homme. L'ennui est qu'au bout d'un certain temps, une toxicomanie a remplacé l'autre. De morphinomane, ce monsieur est devenu cocaïnomane, tout simplement. Et il a connu les effets secondaires que connaissent tous les cocaïnomanes. Je ne fais que citer d'expérience, ne pensez pas que moi-même j'ai fait les travaux pratiques avant de venir ici. Moins d'un an après le début du traitement qui devait le guérir, c'est la nuit d'épouvante que Freud passa auprès de son ami qui s'efforçait d'extirper des insectes qu'il ressentait sous la peau tout en se défendant contre les attaques d'êtres monstrueux. C'est vrai, c'est une des
caractéristique de l'absorption en quantité non homéopathique de cocaïne, cette impression que l'on est, comment dirais-je, habité de petits insectes qui grouillent sous la peau. Freud ne voulait pas pour autant démordre de l'opinion que la cocaïne n'était toxique que pour les morphinomanes. Il s'est dit oui, au fond ça ne marche pas parce qu'il était morphinomane, mais au fond c'est quand même très très bien. Une attitude infiniment plus dangereuse pour la santé que la morphine, et elle entraîne une détérioration physique et mentale rapide. Et de Nicker est très intéressant là parce qu'il dit, ce qu'il y a de curieux, c'est que cet ouvrage sur la cocaïne, on ne le trouve pas dans les œuvres complètes de Freud. C'est ce que l'on appelle un lapsus révélateur. Par la suite, il oubliera la cocaïne et omettra même dans la liste de ses travaux ce qui la concerne. Ce que ses biographes ne manqueront pas de considérer comme un véritable lapsus. Laissons donc cette expérience relativement limitée tout de même que Freud a faite avec la cocaïne. Retenons tout de même ces expressions que j'ai soulignées, qui sont des expressions tout de même religieuses. Cantique, louange, substance magique. Et passons à la deuxième partie. Voyons les produits eux-mêmes. Je n'ai pas apporté l'INSERM et les éditions à la découverte. On vous donne 8 grands types de drogues. Personnellement, j'insisterai sur les 7 premiers types, la 8e ne nécessitant pas, dans un pays viticole comme la France, de développement exagéré, puisqu'il s'agit de l'alcool. Le premier produit toxique est ce qu'on appelle le cannabis, chanvre indien, ou marijuana, ou hashish, et pour les initiés, l'herbe. C'est la drogue illicite la plus utilisée. Deuxième produit toxique, je vous donne simplement la liste et ensuite nous verrons, si vous le permettez, dans de Nicker, les effets que l'on peut enregistrer au niveau psychique chez les sujets qui ont absorbé ces drogues. Et l'on verra comment ces effets psychiques peuvent effectivement donner l'illusion d'une forme de vie mystique. Donc le cannabis, ensuite les hallucinogènes non cannabiniques, c'est-à-dire en première ligne, le LSD. Le LSD qui a été, j'allais dire, le sacrement de la religion hippie, de la religion psychédélique. Nous en parlerons tout à l'heure, le LSD dont Timothy Leary voulait qu'il fût considéré comme l'hostie chez les catholiques. Le LSD qui a été consommé pour utilisation médicale à des fins toxicomaniaques. Les plus utilisés sont les hypnotiques, donc ceux qui permettent de dormir, les anxiolytiques et aussi les barbituriques. Quatrième type de drogue, les opiacés, donc l'opium, la morphine, l'héroïne. Cinquième type, les amphétamines, c'est-à-dire les excitants. Ensuite, la cocaïne, dont nous venons de parler, produit toxicomaniaque ancien, devenu une drogue prisée par les nouveaux toxicomanes, depuis peu prisée, non pas au sens métaphorique du terme, mais au sens physique, ça se sniffe comme ça. Et puis, dernier type, les solvants organiques, l'éther, la colle de maquette contenant du toluène. Je tiens exactement l'ordre de l'ouvrage que je viens de lire, je suis l'ordre de l'ouvrage de Nicker. D'abord, de Nicker, lui, considère comme hallucinogène et apparenté aussi bien le cannabis que le LSD. Il les range dans la même famille. Pour lui, ça ne fait pas l'objet de deux types, c'est simplement un produit, enfin une classe de produits capable de provoquer ce qu'on appelle une ivresse hallucinatoire. Donc hallucinogène et apparenté, le cannabis sous forme de résine, d'huile,
et puis le LSD ou l'isergamide. Il y a bien sûr des modifications à divers niveaux, n'est-ce pas? Pas simplement au plan psychique, il y a aussi des modifications au niveau corporel. Mais ce sont les modifications psychiques qui nous intéressent le plus. Au niveau corporel, on assiste à une congestion des conjonctives, une accélération du pouls et à une élévation tensionnelle. Mais au plan psychique, ceux qui consomment du hashish ou ceux qui consomment du LSD, le LSD étant évidemment beaucoup plus puissant, enregistrent des troubles de la lucidité et de la concentration. Troubles de la lucidité et de la concentration. Cela n'a aucune importance si on considère effectivement que l'intelligence est une illusion et que la volonté est une chimère. À quoi sert la lucidité? Avons-nous vraiment besoin d'une concentration illusoire? Altération donc de la vigilance, le sujet a du mal à étudier les quelques-uns qui sont restés là. Altération de la vigilance, excitation et distraction des facultés. Oui, c'est bien votre cas. Dissociation des idées. Oui, c'est tout à fait ça. Ensuite, modification de l'humeur, généralement euphorie, mais aussi dysphorie et hostilité. Moi, j'enregistre ça, euphorie au moment du café à la cuisine et dysphorie, hostilité, dès que vous avez un contrôle sur table. Là où tout de même, mesdemoiselles, messieurs, je m'excuse de cet aparté, vous vous distinguez des gens qui s'adonnent au cannabis et qui avalent du LSD. C'est au niveau des troubles sensoriels ou esthésiques. Là, il y a une modification de la sensibilité de la vue, de l'ouïe. En particulier, et cela est très important parce que cela introduit un petit peu à la conférence que je vous donnerai pour clore ce cycle le mois prochain, observateur des effets que le hashish peut produire sur le sens de l'ouïe est au milieu du XIXe siècle, en 1845 exactement, un certain Moreau de Tours. Je vous donnerai dans quelques instants la description des principaux effets enregistrés chez celui qui a consommé du hashish. Exaltation donc de la musique, modification de la perception corporelle, sensation de légèreté ou membre de plomb, illusion des sens, métamorphose visuelle, auditive et corporelle, morcellement, dépersonnalisation. Le sujet a l'impression, pour reprendre l'expression de William Blake que reprenait à son tour Aldous Huxley, de traverser les portes de la perception, de s'ouvrir sur un autre sens, un sixième sens qui expressis verbis Timothy Leary. Il y a également des phénomènes de rêve éveillé, hallucinations visuelles, auditives et corporelles, avec même des essais en général infructueux de voler dans l'espace. Il y a d'ailleurs une expérience intéressante d'un point de vue simplement scientifique, ça va sans dire, de polytoxicomanie, c'est-à-dire en général consommation d'hypnotiques et additionné, fortement additionné de, comment vous dirais-je, de liqueurs fortes, enfin qui n'ont rien à voir avec le tilleul menthe, et c'est pour reprendre l'expression de Brignot, et ça donne des choses très étranges. On voit, il y avait notamment une substance qui maintenant est classée à un endroit où on ne peut plus s'en procurer facilement, qui s'appelait le nubarène, qui avait un effet à la fois euphorisant et aphrodisiaque, mais également qui donnait le sentiment que l'on pouvait prendre son essor. Il vaut mieux en général absorber ce genre de toxiques additionné de whisky au rez-de-chaussée. Mon père, qui est médecin, a malheureusement eu à s'occuper des digecta à main bras de quelqu'un qui avait consommé cela au 5e étage. Intuition pathologique ou délirante, libération émotionnelle incontrôlée. Évidemment, ensuite, il y a, mais cela, les toxicomanes ne le voient pas, faire crever l'enveloppe corporelle et fusionner avec le réel. À
atteindre une dimension cosmique. C'est cela qui est recherché. Malheureusement, en général, c'est suivi, je ne dis pas d'un retour au réel qui consisterait en une descente du 5e étage au bitume, mais un retour au réel que les toxicomanes d'ailleurs vivent très très mal, qui est terrible. Il y a également tous ces effets secondaires d'habitude, d'accoutumance, dont on ne parle pas au début quand on ne veut voir que, comme disait Freud, de la substance magique auquel il faut adresser un cantique de louange. Mais après le cantique de louange, il risque d'y avoir, je ne sais pas, un de profondis. Voici ce que Moreau de Tours enregistrait comme phénomène lié à l'absorption du hashish en 1840. Phénomène, erreur sur le temps et l'espace. Et il faut avouer, enfin, cette énumération que Moreau de Tours a établie en 1845 est toujours valable. C'était un très très bon observateur. Troisième phénomène, erreur sur le temps et l'espace. Et je vous montrerai dans la troisième partie, c'est une des choses les plus recherchées. Avec cette fusion, avec cette dimension cosmique acquise de façon artificielle, doit s'accompagner une dissolution du hic et nunc. Hic, l'espace, et nunc, le temps. Il faut, n'est-ce pas, pulvériser l'espace et le temps. Atteindre justement à l'infini et à l'illimité. Troisième phénomène, donc erreur sur le temps et l'espace. Quatrième phénomène, développement de la sensibilité de l'ouïe, influence de la musique. C'est très conviction délirante. Sixième phénomène, lésion affective, dérèglement émotionnel. Septième phénomène, impulsion irrésistible. Huitième phénomène, illusion et hallucination. Illusion en rapport avec la mémoire, de la vue, de l'ouïe, de la sensibilité générale, et hallucination, ou ce qu'on appelle le rêve éveillé. Donc, voici ce que l'on peut enregistrer au niveau des produits qui peuvent engendrer ce qu'on appelle une ivresse hallucinatoire. Mais, vous l'avez entendu comme moi, il n'y a pas que cela, il n'y a pas que le LSD ou le hashish, il y a aussi l'opium. Alors, critères communs aux opiacés, c'est-à-dire donc l'héroïne, la morphine. Il y a là, peut-être plus que chez d'autres substances, un phénomène d'hébétude, si vous voulez, une action sédative. Tout le monde sait cela, l'opium a la vertu d'endormir. Premier phénomène enregistré, action analgésique ou antidouloureuse, avec indifférence. Également action sédative et un effet soporifique. Mais il peut y avoir aussi l'euphorie passive, c'est une sensation de détente physique et mentale, rêveries agréables, vision à yeux fermés, sentiment d'intelligence élargie. Ou alors euphorie active avec flash, et là c'est lorsque ces substances sont injectées par voie intraveineuse. Là c'est comparé à une forme d'orgasme mental. Au point de vue physique, on constate bien sûr une contraction de la pupille. Également, parmi les effets qu'on peut constater, les nausées, les vomissements, dépression respiratoire. Au niveau des actions végétatives, la constipation, spasme de la vessie ou des bronches. Et puis, bien sûr, effet d'accoutumance, avec augmentation des doses et dépendance complète. On a parlé également, vous vous souvenez, des amphétamines. Les possibilités d'hallucination existent après une veille forcée comme cela. Donc, bien sûr, on ne dort plus, on est plus fatigué, mais
il y a comme effet secondaire très souvent une asthénie et une dépression. C'est surtout, et beaucoup d'intellectuels s'en sont servis, c'est surtout envisagé comme un stimulant intellectuel de la mémoire, de l'expression verbale, et aussi ça peut servir d'excitant pour l'agressivité. On peut enregistrer même des troubles du caractère et des colères. En général, l'action des amphétamines est rapide, mais aussi elle est rapidement épuisée, avec l'escalade des doses. Donc, stimulant intellectuel. Le sentiment, donc, qu'on pense plus vite, on pense mieux, on pense plus fort. Autre substance dont il a été un peu question avec Freud, la cocaïne. C'est le même principe. Ce qui fait d'ailleurs que, paraît-il, beaucoup d'artistes se livrent à cette drogue-là, la cocaïne. Au point de vue physique, accélération cardiaque, élévation tensionnelle, dilatation pupillaire, sueur ou frisson, nausée ou vomissement. Effets secondaires, comme chez les amphétamines, fatigue, asthénie, troubles du sommeil et dépression. Également, on vous avait donné dans le petit catalogue que je viens de citer, tous ces médicaments qui sont détournés de leur usage normal, c'est-à-dire les hypnotiques et les tranquillisants, barbituriques et benzodiazépines. Il y a bien sûr les effets sédatifs et hypnotiques, mais aussi on peut, en détournant ces médicaments de leur usage licite, provoquer une certaine euphorie transitoire et forte, quand il s'agit de barbiturique rapide, ou alors insensible et durable avec des benzodiazépines. On constate aussi des effets d'ébriété, de confusion mentale et de troubles de la mémoire. Dernière substance toxique dont il faut un peu parler parce qu'elle a fait des ravages, surtout auprès des jeunes, ce sont les solvants, les produits volatiles, les cols autoluènes, l'éther. Que se passe-t-il là? On constate des vertiges, une certaine instabilité. Comme je vous le disais, il s'agit de dépasser les possibilités humaines. Il s'agit, et les auteurs qui se sont servis et qui ont vanté ces substances, l'absorption de ces substances, la consommation de ces produits toxiques, il s'agit, comme ils l'avouent eux-mêmes, de s'éclater, comme on dit aujourd'hui, de s'affranchir de la condition humaine, de n'avoir plus cette âme liée à un corps, de n'avoir plus cet esprit incarné. La condition humaine est ainsi faite, c'est que nous sommes des esprits incarnés, nous ne sommes pas de purs esprits, nous ne sommes pas des anges. Et lorsqu'on voit Freud ravaler l'âme humaine au rang de la bête, il ne faut pas se dire qu'il va s'arrêter là, il faut penser qu'il va essayer ensuite, et s'il ne le fait pas lui tout seul. Le professeur Dediker, avec les présupposés rationalistes que je dénonçais tout à l'heure, cite au chapitre 2 de son ouvrage le travail d'un pasteur protestant paru en 1936, le pasteur Philippe de Félice, et plus loin F, E accent aigu, L-I-C-E. Le titre de l'ouvrage est très net, on voit tout de suite de quoi il s'agit. Poison sacré, ivresse divine. Un essai sur quelques formes inférieures de la mystique. Et le pasteur de Félice essaye de voir toutes ces religions qui se sont servies justement de substances toxiques, hallucinogènes, pour permettre à leurs adeptes d'accéder à une autre dimension, l'autre vie dont je vous parlais. Non pas la Dolce Vita, mais une vie meilleure. L'hindouisme actuel avait notamment pour objet la préparation et l'offrande du soma. S-O, accent circonflexe, M-A. Il s'agissait d'une substance végétale dont la nature exacte n'a pu être précisée, mais dont l'usage sacré nécessitait 7 officiants.
chargé de presser, de verser, de clarifier ou de chauffer le breuvage, dont l'absorption s'accompagnait de chants poétiques et d'ivresse. Le soma des hindous paraît correspondre à l'aoma des Iraniens qu'invoquait Zoroastre. Que tes ivresses me pénètrent, qu'elles me pénètrent en m'illuminant. Pour le véritable adorateur de Mazda, les ivresses restent légères pour qui les consomme avec mesure et bon sens. Elles sont funestes à l'impie dont elles troublent et égarent l'esprit. Ensuite, on arrive au culte bachique. Le culte de Dionysos provoquait chez ses adorateurs d'extraordinaires transports et même des accès de démence dont l'auteur a essayé, il s'agit évidemment ici du pasteur de Félis, dont l'auteur a essayé d'analyser les causes. C'est d'abord la musique sauvage qui accompagnait les orgies, musique où se mêlait le bruit assourdissant des tambours et des cymbales et le son lancinant des flûtes dites phrygiennes. À l'action de cette musique s'ajoutait celle des danses frénétiques et désordonnées, dont l'imagerie grecque nous a transmis les attitudes. Mais la véritable cause, selon De Félis, doit être recherchée dans les intoxications auxquelles les adeptes avaient recours. Il est possible, il n'y a peut-être pas que le vin, il y a aussi l'effet de groupe, et c'est vrai. Il dit, facteur supplémentaire qui n'a pas été souligné, c'est celui du rassemblement des pratiquants, de l'effet de groupe ou de foule avec la contagion mentale. On le voit bien aujourd'hui dans les discothèques à la mode et surtout dans les immenses assemblées de jeunes fans des adorateurs de musique rock. Mais là où Doniker devient inquiétant, là où il montre bien son rationalisme scientiste, c'est lorsqu'à la page 27, il passe du poète arabe Ibn Farid. Nous avons bu à la mémoire du bien-aimé un vin qui nous a enivrés avant la création de la vigne. Il passe donc de d'Ibn Farid à Saint-Jean-de-la-Croix et à Sainte-Thérèse d'Avila. Là, il propose une exégèse bien littérale et pas très mystique. Que le pasteur de Félis a bien soin de parler de formes inférieures de mystique, le professeur de Nicaire, lui, passe facilement des forme pseudo-mystique à la vraie mystique. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce qu'il donne à lire du fameux Timothy Leary, ce professeur de psychologie qui n'était pas médecin, qui est à l'origine du mouvement psychédélique aux États-Unis, qui a eu une vie particulièrement mouvementée avec des séjours dans des maisons de retraite où Saint-Ignace n'était pas spécialement honoré. Il a fait pas mal, oui, de séjours en maison spécialisée. Le Timothy Leary, donc, lui, conseillait à ses étudiants, puisqu'il est des professeurs, de consommer ce genre de drogue parce que on pouvait enfin, en 1968, je précise, pour ceux qui tenteraient une datation au carbone 14, de l'orateur. Donc en 1968-70, Campus, c'était Michel Lancelot. Et bien Michel Lancelot a fait paraître un de ses premiers ouvrages qui s'intitulait « Je veux voir Dieu en face ». Ça n'est pas l'ouvrage du père Eugène « Je veux voir Dieu » qui est un excellent ouvrage, mais c'est un ouvrage qu'on trouve en livre de poche, qu'on trouvait, je ne sais pas s'il est encore édité, qu'on trouvait autrefois en livre de poche. Je veux voir Dieu en face. Et pour lui, tout le mouvement hippie, tout le mouvement psychédélique est une quête mystique, pseudo-mystique. Mais ça, il ne le voit pas. Alors, voici quelques extraits de Leary. Il s'agit à chaque fois, je vous le disais, n'est-ce pas, de se détacher du réel. Il s'agit à chaque fois de se déconnecter. Un auteur que je n'ai pas encore cité et qui viendra pour la troisième partie, Jean Brun, dans Les Vagabonds de l'Occident, parle de ce vocabulaire effectivement étrange, se déconnecter, se défoncer. Le professeur de Nicaire, qui a un vocabulaire plus sobre, si l'on peut dire,
lui, parle de potentiellement psychologique, agissant sur le pur esprit, même si les effets sont souvent loin d'être agréables. Les malaises physiques, les angoisses et les sensations de morcellement corporel ne sont compensés que par les agréments du voyage. Ça fait partie du vocabulaire, effectivement, des toxicomanes, le trip, le voyage. Le langage utilisé par les adeptes français avec la planète, c'est-à-dire ça plane pour eux, bien sûr. Les difficultés de la rentrée évidemment, il faut retourner un petit peu sur cette terre, avec le risque de flip faisant dévier la trajectoire, est assez éloquent. Et vous, c'est bien ça, ce sont des astronautes. Il s'agit bien de sorties dans l'espace intersidéraux de l'imaginaire pour astronautes sans scaphandre. Et je vous dis, n'est-ce pas, pulvériser le hic et nunc, ici et maintenant, le temps et l'espace, et accéder à une troisième. Le voyage d'un sujet dans un environnement qui changerait. Effectivement, quand nous voyageons, normalement, c'est le paysage qui défile, mais nous restons ce que nous sommes. Non, là, il s'agit de faire un voyage au cours duquel le sujet lui-même change, se défait et se refait. Telle est la raison pour laquelle on parle de se déconnecter, de couper les ponts, de se défoncer, de violer le cerveau. Le « où », c'est-à-dire l'espace, le lieu, le « où » se dissocie en points innombrables qui pullulent et coexistent. Et le « maintenant », le « nunc », le temps. Le maintenant éclate en une foule énorme de moments qui, eux aussi, prolifèrent sans disparaître. Le hic et nunc ayant été ainsi désintégré, le moi qu'il incarne explose, se vaporise dans des perceptions et des savoirs simultanés et vit en de multiples lieux. Cette volonté justement d'exploser, d'accéder à une dimension cosmique donne l'illusion à ceux qui absorbent ainsi des substances hallucinogènes, donne l'illusion de vivre une expérience mystique. Timothy Leary le dit, dans de Nicker comme dans Brun, on peut le trouver. Brun a l'avantage d'être peut-être un petit peu plus concis. Aucune expérience scientifique, tandis que d'autres ont essayé, mais je n'aurai pas le temps de vous en parler. Il y a quelqu'un de très célèbre qui s'est livré à cette expérience non scientifique avec de la mescaline. C'est Jean-Paul Sartre. Alors, je ne sais pas si vous l'avez lu, je ne vous le recommande pas. Dans les mémoires de Simone de Beauvoir, il y a un épisode étonnant. On voit, là, ça n'a rien de mystique, évidemment, s'agissant de Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, ça ne peut pas être mystique. Elle raconte que Jean-Paul Sartre s'était prêté à une expérience avec la mescaline, ce qui inquiéta fort sa compagne, car des semaines après, l'illustre philosophe se retournait dans la rue, craignant d'être suivi par des langoustes. C'est intéressant, et ça situe bien, je trouve, l'existentialisme au niveau du petit, ce que dit le professeur de Nicker sur les expériences de Timothy Leary. Nous sommes aux États-Unis, dans les débuts du mouvement hippie, né en Californie, d'une jeunesse déboussolée en réaction contre les excès de la civilisation de consommation. Instinctivement, ces groupes de jeunes cherchent des conditions de vie plus authentiques et plus primitives. Dans leurs campements rudimentaires installés dans des zones inhabitées, ils s'affairent à désosser les magnifiques automobiles américaines afin de forger avec leurs débris des marmites et des ustensiles de première nécessité. Les âmes sensées peuvent se retirer. Nous sommes en dessous, là, il n'y a même plus de bitume, n'est-ce pas? C'est le terrain vague, la zone, comme on dit. Sur la côte est des États-Unis, à Boston, un professeur de psychologie de l'université Harvard, Timothy Leary, est à l'origine du mouvement psychédélique.
dont la confluence avec le mouvement hippie sera à l'origine des toxicomanies modernes des jeunes. Disciple d'Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes, mais allant plus loin que lui, il cherche à reculer les bornes de la conscience humaine. Le sentiment, n'est-ce pas, que notre conscience est un petit peu étroite et prisonnière, plus que prise encore, prisonnière de certaines conditions dont il ne voit pas qu'elles sont au fond les conditions de la nature humaine. Alors il faut faire éclater cette condition-là, il faut faire éclater cette grille, et vous verrez dans les disciple de Timothy Leary, cette volonté psychédélique, n'est-ce pas? Le psychédélisme, n'est-ce pas? C'est cette extension, presque cette pulvérisation de la psyché, de l'âme. L'âme ayant atteint justement cette dimension infinie, intemporelle, une âme divine non pas parce qu'elle participerait de la vie divine par la grâce qu'elle aurait reçue de Dieu, mais une âme divine parce qu'elle aurait absorbé telle ou telle substance. Il imagine alors d'user des hallucinogènes, et en particulier d'un composé découvert en 1943, il y a après-guerre, le LSD-25. Les circonstances de cette découverte méritent d'être rappelées. Là, je n'insiste pas, vous pourrez vous-même, si vous voulez, lire cela. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est la dérive de Timothy Leary. Les années 60, il demande, et il se trouve tout naturellement conduit, suivant, sans le savoir, la voie découverte par le pasteur de Félis, à tenir ses séances dans un cadre religieux, celui d'une chapelle. Ne sachant pas limiter ses expériences à des cercles restreints d'initiés, il devint le prosélyte de l'usage du LSD pour élargir la conscience. Par ses écrits et par ses élèves, il devait rencontrer les adeptes du mouvement hippie, et des centaines de milliers de jeunes Américains s'engagèrent sur les chemins de la drogue qui devaient les mener à travers le monde, et notamment en Europe, puis en Asie, tous les chemins des hippies menant à Katmandou, comme chacun sait. Toutefois, malgré ses remarquables succès, le professeur Leary fut exclu de Harvard. Dès lors, il va mener une vie marginale. Mais comme il n'est plus dans la marge, comme il n'est plus sur la touche, je me permets d'attirer votre attention sur ce redoutable personnage. Condamné à 10 ans de prison pour usage de stupéfiants, il réussit à s'évader et à s'enfuir en Algérie. Et ce qu'il fait, il passe à apostrophe. Ces multiples péripéties ne l'empêchent pas, 20 ans après, de faire une carrière de conférencier et d'écrivain particulièrement apprécié des médias. Donc attention, cet homme dangereux a été relâché. Troisième partie. Donc, nous avons vu cette destruction de l'âme. Nous avons vu que les substances toxiques pouvaient donner l'illusion de reconstruire sur un autre modèle, selon un autre plan que le plan du Créateur, cette âme. C'est surtout ici le professeur Brun, professeur de philosophie à Dijon, professeur en retraite maintenant, qui a, à mon avis, le mieux expliqué cette ouverture sur la pseudo-mystique à partir de la destruction de l'âme et de, on n'ose pas dire sa reconstruction, mais de son bricolage à l'aide de substances hallucinogènes. Il a, dans cet ouvrage que je recommande alors vivement, qui s'intitule « Les vagabonds de l'Occident », paru chez Desclés, il a un chapitre 6 qui s'intitule justement « Les véhicules du voyage ». Le paragraphe introductif, si l'on veut, de ce chapitre résume très bien ce dont il s'agit. L'homme a cherché des véhicules capables de traverser les portes de la perception et de franchir les murailles de la personne. Donc se libérer du moi. Et vous, ce que Freud nous a présenté au début de cette petite causerie, ce moi qu'il nous a présenté faible, fragile, vulnérable, menacé de l'extérieur, miné à l'intérieur, et pour s'en libérer,
Pour planer au-dessus de l'existence, il faut des véhicules capables de traverser les portes de la perception et de franchir les murailles de la personne. En ce sens, depuis des siècles, dit Brun, mais beaucoup plus intensément aujourd'hui, le rêve, d'une part, les hallucinogènes, d'autre part, et la folie, enfin, ont été tenus pour des moyens permettant de crever l'enveloppe du réel. Donc il y a un premier paragraphe qui s'intitule « Le rêve », sur lequel je n'insiste pas, parce que les auteurs qui se sont le plus adonnés à ce genre d'exercice, Thomas de Quincey, Henri Michaud, en passant par Baudelaire, Nerval, peut-être Nietzsche. Huxley reprend, vous disais-je, cette phrase de William Blake, il faut, en absorbant les drogues, il faut ouvrir les portes de la perception. Et il faut se transporter hors de soi. Il y a ensuite une citation justement d'Huxley, dans l'ouvrage intitulé précisément Les portes de la perception, qui vous montrera bien de quoi le toxicomane, intoxiqué par la psychanalyse avant de l'avoir été par le LSD, ça va sans dire, de quoi le toxicomane veut se délivrer, se débarrasser. Huxley, dans Les portes de la perception, écrit « Embrasser les amants essaient désespérément de fondre leurs extases isolées en une transcendance unique, en vain. Par sa nature même, chaque esprit incarné, là il ne le dit pas, mais moi je le précise, chaque esprit incarné, parce qu'il est incarné, est condamné à souffrir en solitude. Nous pouvons mettre en commun des renseignements sur des expériences éprouvées, mais jamais les expériences elles-mêmes. Depuis la famille jusqu'à la nation, chaque groupe humain est une société d'univers, des îlots, n'est-ce pas? Espèce d'archipel du goulag psychologique. C'est pourquoi le besoin de s'évader hors du moi et du milieu existe presque tout le temps, chez presque tout le monde. Alors tous les récits de ces chantres, du hashish, tous ces turiféraires, si j'ose dire, du chanvre indien, ne sont que des récits de désagrégation du moi. Il faut que ce moi se désagrège, disparaisse. Parce qu'au fond, la grande illusion, c'est de croire que l'on est un sujet. C'est de croire que l'on puisse dire « je ». On n'a plus d'intelligence, plus de volonté, c'est-à-dire donc plus de responsabilité. C'est évident. Le moi est donc fabriqué par la société. C'est parce que je suis dans un certain conditionnement, cette atomisation du moi, cette atomisation du sujet. Est-ce que véritablement on peut rechercher cela? Est-ce que, si l'on vous proposait ce soir de dissoudre votre je ou votre moi, ça vous intéresserait? Non, moi non plus. À moins que l'on ne vous promette, au-delà de la dissolution, une extension jusqu'à l'infini, une extension quasi divine. Et c'est ce que ces auteurs proposent. Voici quelques extraits, et je terminerai là pour vous laisser le temps, si vous le souhaitez, de poser quelques questions. Il faut être éjecté de notre identité spatio-temporelle. Et nous avons vu que toutes ces drogues étaient là, effectivement, pour dissoudre cela. Le LSD, alors là, l'expression n'est pas de Brun ni de moi, elle se trouve dans Timothy Leary, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule « Le psychédélisme débouchera sur une gnose ». On a par exemple une Native American Church, légalement établie et officiellement reconnue, qui voit dans le peyote une substance mysticogène. Elle affirme que le LSD peut engendrer une expérience religieuse décisive, et dans la chapelle Marsh, chapelle privée de l'université de Boston, eut lieu, le jour du vendredi saint, une cérémonie religieuse en présence d'étudiants en théologie ayant pris de tibine, alors que d'autres, servant témoins, recevaient des placebos. On ne manque pas de conclure que, naturellement, les premiers connurent une expérience mystique intense,
C'est ce qu'on trouve à la page 3 de l'ouvrage de Timothy Leary. C'est pourquoi Leary, au nom de la liberté religieuse, que de crimes on commet en ton nom, c'est pourquoi Leary, au nom de la liberté religieuse, Discovery, bien, non, il ne vaut mieux pas prononcer cela de façon trop vivante, il faut mieux exorciser ces expressions. Vous avez ensuite un certain auteur que je cite, et vous m'excuserez comme il fait très chaud et qu'il est très tard de faire un mauvais jeu de mots, alors qu'il est question de se brancher sur Dieu, intervient un auteur qui s'intitule Watts. C'est un théologien, c'est un orientaliste compétent, Alan Watts. Il a fini par le psychédélisme, la glorification des substances psychochimiques tenues pour capables de procurer au moi une expansion cosmique en le désagrégeant. Vous voyez, c'est exactement le résumé de tout ce que nous disions. Procurer au moi une expansion cosmique en le désagrégeant. Leary voit en Watts un maître malicieux, source, inspiration et guide des enfants fleurs de San Francisco. Watts a consacré une étude au bouddhisme zen, comme par hasard, on retrouve ces choses-là. Il considère fort significativement le bouddhisme, le taoïsme, le vedanta et le yoga comme autre chose que des philosophies ou des religions, au sens occidental du terme. Il y voit ce que nous appellerions des psychothérapies. Donc il ne voit pas une façon de cheminer vers une forme de sagesse dans le bouddhisme ou le taoïsme. Non, non, non. Il y voit un travail de l'âme, une psychothérapie. Mais Brun, qui est un bon philosophe, dit une fois, n'est-ce pas, c'est l'être humain en son entier qui doit être guéri d'être un esprit incarné, soigné de sa condition de posture. Il vaudrait mieux, dit-il, Brun, en fabriquant un néologisme de plus, il vaudrait mieux dire des ontothérapies, dans la mesure où ces conceptions du monde donnent des règles de vie ayant pour mission de guérir du moi et de ces concepts purement intellectuels auxquels ne correspondrait aucune réalité, l'individu, la personne, l'identité, le soi, etc. Tout ça étant une illusion. Pourquoi ? Parce que pour Watts, et là nous retrouvons vraiment le solve et coagula dont il était question au début de la conférence, il n'y a pas de condition humaine. Il n'y a pas de condition humaine. Nous sommes esclaves de grilles que nous plaquons, grilles à travers lesquelles nous croyons déceler des structures alors qu'il ne s'agit là que de schémas intellectuels, qu'une chose ne puisse pas être et n'être pas en même temps et sous le même rapport. Parce que la logique que nous avons apprise, celle du principe du tiers exclu, parce que donc ces principes, parce que sont suspendus, disparaissent, sont pulvérisés. Et là, on se trouve devant une espèce de néant. On se demande comment comprendre ces choses-là. La solution du problème de la vie se trouve dans la disparition du problème. Vous avez entendu ces choses-là, peut-être. Watts dit que il est absurde de vouloir résoudre ce problème, le problème de la vie humaine, pour la bonne raison que la vie ne doit pas être sentie comme un problème, mais seulement comme un jeu à l'intérieur duquel le moi est irréel. La vie ne va nulle part parce qu'elle est déjà là, parce qu'elle est jeu au sens ludique, n'est-ce pas ? Il faut jouer avec elle. Il faudrait donc refuser le dilemme, mais d'une folie qui se veut religieuse, une folie qui se veut mystique. Le sentiment du moi, du sujet, de la personne, c'est-à-dire de l'intelligence et de la volonté, pour Watts, ne serait qu'une pure hypnose provoquée par la société, qui persuaderait l'individu d'exécuter ce qu'elle veut, en lui fondement pour signe de la profondeur du moi. C'est-à-dire que ces gens qui vous conseillent de consommer des hypnotiques pensent que lorsque vous dites « je », vous êtes vous-même hypnotisé. Ça devient extravagant. Ensuite, alors c'est la dégringolade, n'est-ce pas, et je m'arrêterai au fond du puits. C'est l'alliance de ces systèmes freudiens avec le système marxiste. C'est Reich et c'est Marcuse et c'est mai 68.
Aussi Timothy Leary pourra-t-il rédiger une constitution de la vie préparant, il n'hésite pas à le dire, c'est dans son ouvrage, n'est-ce pas, La politique de l'extase, à la page 443, une constitution de la vie préparant la nouvelle cité de Dieu. D'autres se tourneront vers ceux qui, comme Wilhelm Reich ou Herbert Marcuse, voulurent dépasser Freud en ayant recours à Marx et qui tentèrent de dépasser Marx en ayant recours à Freud. Ceux-ci ne se contentent plus de faire du moi la victime de la répression sociale, ils dénoncent la répression sociale comme ce qui donna naissance au moi. Ouvrir la cage du moi, hallucinante, mais voilà de façon un petit peu raccourcie, comment est-ce que j'en peux comprendre? À quoi sert la dissolution de l'âme? À quoi sert la dissolution de l'intelligence et de la volonté? Je vous disais dans une conférence précédente, Freud avait bien conscience de ce qu'il faisait. Il m'a été donné de reprendre en une synthèse pour les cahiers Saint-Raphaël, les cahiers de l'association catholique des infirmières et médecins, de faire une petite synthèse que j'ai intitulée « L'hérésie freudienne ». Je crois personnellement que Freud est réellement obsédé par les problèmes religieux, mais à contrario, pour les nier, pour les faire disparaître, pour les volatiliser. Il s'intéresse effectivement à l'âme, et ce qu'il n'accepte pas, c'est de voir l'âme. Alors il veut faire disparaître cela. Si ça n'était qu'un effort destructeur, si ça n'était qu'une rage de destruction, non, je ne crois pas qu'on puisse dire cela. Je crois qu'il y a avec la rage de destruction la pure d'une reconstruction. Reconstruire l'âme selon un autre modèle. Et les substances dont il a été question ce soir aident à cette reconstruction. Elles donnent l'illusion, effectivement, qu'une fois débarrassé de cette âme à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'on peut acquérir une autre âme. Et je terminerai cette conférence, comme j'ai terminé l'article que j'ai donné au cahier Saint-Raphaël, cette autre âme, il faut se demander, à l'image et à la ressemblance de qui elle est construite. Voilà. Actuellement, les gens ne veulent faire aucun effort. Si tu en parles qu'il a en place un effort, ils prendront volontiers. Si tout c'est guérir avec alcoolisme ou cancer par les virus, se font très heureux. Il manque des efforts, les comptes pour se jeter sur toute la pharmacologie que les médecins et les prescrits en otage leur donner. Si vous ne donnez pas un calmant avec confort, il sortira de votre cabinet pour chercher un collègue plus complaisant. Vous êtes victime de la concurrence déloyale de vos confrères, madame. Je continue. D'autre part, précisément, cette éducation à la maison, qu'on ne prépare pas les jeunes, et éducation dans les vertus de responsabilité, des vertus de gestion de sa personne, même pendant les saintes messes, on met les enfants à garderie, on ne peut pas assister une heure à la messe parce qu'on les amuse à côté. De toute façon, je dis que ça commence très tôt. Je crois, voyez-vous, que on en a parlé précédemment, je pense qu'avant l'intoxication chimique, il y a une intoxication psychique, psychologique. Et cette intoxication consiste en une démobilisation. Il a eu des successeurs, d'ailleurs, enfin, la fameuse éducation du docteur Spock, ou bien les livres Enfants de Summerhill, c'est bien cela, n'est-ce pas? Pas d'intelligence, pas de volonté, pas de... comment dirais-je? Pas d'effort, bien sûr, ni physique, ni mental. C'est dans la mesure où l'on est ainsi intoxiqué que l'on peut ensuite
s'approcher des substances chimiques. J'ai fait un autre article, je ne veux pas donner l'impression que cette conférence est là, au fond, comme une plage de publicité sauvage, mais j'ai fait un autre article pour la revue Point de Mire, l'excellente revue Point de Mire, puisqu'elle est faite par mes étudiants, que j'ai intitulé le PSIDA. Ça veut dire ce que ça veut dire. La psychanalyse fonctionne comme les portes de la psychanalyse affaiblissent les défenses naturelles et a fortiori les défenses surnaturelles, puisque vous m'avez mis sur cette piste-là pour votre sainte pénitence. Je vais vous lire le premier paragraphe de cet article en représailles. Le sida, donc, c'est une maladie qui se caractérise par l'apparition d'un déficit de défense immunitaire, c'est-à-dire qu'une fois que les défenses naturelles sont affaiblies, l'organisme devient la cible des agents infectieux multiples. Ça atteint les poumons, les intestins, le sang, le cerveau, la peau. Bien, le PSIDA, si vous me permettez ce néologisme, que vous pourrez écrire avec un I ou un Y, comme vous voudrez, le PSIDA, lui, c'est une maladie que je dirais de la façon suivante. Le psychisme voit dans ce mal l'individu se trouve également à l'intérieur. Pourquoi ? Et je reprends un texte que j'ai déjà cité au début de cette conférence, je ne vais pas vous le citer à nouveau, parce que pour Freud, de fait, il y a ces pulsions, il y a cet inconscient, ces pulsions auxquelles on n'échappe pas, que l'on ne domine pas, il y a ces agents infectieux là qu'on ne peut pas contrôler et auxquels nous sommes, encore une fois, pieds et poings liés. Eh bien, je pense que l'on ne peut, puisque vous m'avez poussé dans mes retranchements, je vais vous citer la conclusion. Comme toujours, face aux catastrophes d'ampleur internationale, la question de la responsabilité se pose. Effectivement, tout le monde se demande d'où vient le sida. On sait, et c'est un petit peu inquiétant, que ça vient vraisemblablement de la bestialité, parce que ça se trouve chez certains singes. Comme toujours, face aux catastrophes d'ampleur internationale, la question de la responsabilité se pose. Souvent, la réponse tient en un mot, que vous connaissez, fatalité. Pourtant, ici, le PSIDA n'est pas une maladie anonyme et vagabonde. Un psychiatre connu en porte la responsabilité au premier chef. L'inventeur de l'inconscient était parfaitement conscient de ce qu'il faisait. Alors peut-on espérer chez les intellectuels catholiques une critique rigoureuse, une réaction vigoureuse qui prouve qu'ils ne sont pas, eux, des inconscients ? Actuellement, de façon scandaleuse, le gouvernement et Monseigneur Gaillot invitent les évêques à se préserver du sida par les moyens que l'on sait. Il les incite à faire le mal pour éviter de contracter. Je vous remercie de votre attention. Alors nous nous retrouvons pour un concert rock la fois prochaine.